Après avoir évoqué les collaborateurs, on va évoquer le management. Est-ce que les modes de management changent et est-ce qu'on va, osons la question, vers une disparition du middle management, voire du management dans son entièreté? Ah non, moi je ne pense pas du tout. Je pense qu'on va vers une transformation de ce que veut dire être un manager. Oui. Mais je pense qu'on a tous besoin dans une entreprise d'avoir une relation managériale. Simplement, le sens du mot change. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait considérer que le manager, c'est celui qui avait pouvoir sur moi, alors que demain, mon manager ou mon leader ou mon capitaine, c'est celui qui m'aide à m'accomplir et à atteindre l'objectif. Mais je pense que dans une entreprise libérée, on valorise la fonction managériale. On ne la réduit pas. On lui donne encore plus d'importance parce que si le management n'est pas au rendez-vous de cette capacité à servir, à prendre soin, à soutenir, il aura moins les règles pour soutenir une organisation vacillante. Non, je pense qu'on est là dans un modèle qui permet de reconnaître l'importance du management des hommes et de lui donner sa pleine fonction. Et si on pensait que ce genre de chemin peut être entrepris pour réduire... ça peut réduire éventuellement les niveaux, le nombre de niveaux. Oui. D'accord. Mais je pense qu'à contrario, un leader, il ne peut pas être le coach de beaucoup de gens. Donc ça réduira peut-être le nombre de niveaux, mais pas forcément le nombre de leaders. C'est simplement une autre vision de l'organisation qui passe d'une pyramide à des bulles de taille différentes, par exemple. Donc, et je ne pense pas qu'un processus de libération ait pour fonction de réduire les coûts de la fonction encadrement. Simplement, ce n'est plus des fonctions encadrement au sens donné du cadre, c'est de la fonction soutenir, de la fonction permettre de réaliser son métier pleinement et de se réaliser en le réalisant. Et je pense qu'au contraire, même là, il faut admettre, je crois fondamentalement, que la démarche de libération peut nécessiter des dépenses. D'accord. Je pense qu'il faut... Enfin, c'est ma vision, parce que si tu n'as pas le courage de penser que ça peut te coûter un peu, c'est que tu ne crois pas que ça peut te rapporter beaucoup. Et si tu ne crois pas que ça peut te rapporter beaucoup, faut surtout pas, c'est que tu n'es pas mûr. Donc, je pense que, on le voit bien tout à l'heure quand Christophe disait qu'il emmenait ses collaborateurs à Rio, ça coûte. Oui. Voilà. Mais quel est le turnover de cette entreprise comparé à celle de ses concurrents? Voilà, c'est ça la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'on gagne? Mais des fois, pour gagner, il faut accepter de mettre un peu d'argent. Oui, effectivement, avoir des bureaux propres, ça peut nécessiter d'avoir une maîtresse de maison pour les tenir. Mais qu'est-ce qu'on s'y sent bien quand on est dans l'entreprise? Voilà. Donc, ce n'est pas une démarche d'économie à court terme, surtout pas. C'est quand même une démarche qui peut reposer quand même sur de la considération pour l'autre. Donc, entre la considération et la générosité, on n'est pas loin quand même. Donc, si on est complètement radin, on va être court-termiste. Si on approche les choses que par les coûts, on ne va pas se lancer dans des démarches de libération. Ça, j'y crois pas du tout. D'accord. Votre expérience sur cette question, et est-ce que pour vous, les managers ont été... J'aimerais que vous nous disiez un mot sur leur rôle par rapport à l'individu, comment est-ce qu'ils accompagnent le collaborateur, et puis comment peut-être aussi, au sein de ces cellules, ils mobilisent l'intelligence collective, ils la font naître, ils l'alimentent, et ils lui permettent de donner son maximum. Alors, au niveau du middle management, donc, je pense aussi qu'ils ont un rôle fondamental dans la libération de l'entreprise. Donc, déjà, la première chose que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que on sort, en fin de compte, nous, on est sorti d'un modèle traditionnel où, en fin de compte, on mettait toutes les fonctions et les responsabilités sur les mêmes têtes. Dans une entreprise pyramidale, il est manager, donc il suit l'humain. Il a la compétence, donc généralement, c'est lui qui est référent dans le domaine, assez souvent. C'est lui qui dirige le service, c'est lui effectivement qui gère les projets, etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on met tout sur une tête. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est en fin de compte, c'est changer ça. Donc au niveau de management, déjà, on a séparé le management. On s'est dit, en fin de compte, dans une entreprise, on a du management opérationnel qui concerne en fin de compte l'opérationnel du quotidien. Donc la gestion du projet, la gestion du métier. Donc au sein, par exemple, d'une cellule, eh bien, en fin de compte, on va avoir un manager opérationnel.
qui va en fin de compte être le leader, c'est le capitaine dont on parlait tout à l'heure. Et on a un deuxième type de management qui est en fin de compte le management hiérarchique. Donc chez nous, on l'appelle coordinateur relationnel. Ce manager hiérarchique, donc ce coordinateur relationnel, lui va s'occuper de l'humain. C'est-à-dire que son rôle, ça ne va pas être de piloter et de contrôler, ça va être de faire grandir ses collaborateurs. Les managers opérationnels et les coordinateurs relationnels sont souvent des gens différents. C'est-à-dire que dans les cellules, on a d'autres managers opérationnels. Donc nos anciens managers qui avaient tous les rôles, eh bien effectivement, ils sont importants puisque c'est eux qui vont permettre d'autonomiser les gens, parce que ça va être leur fonction. Mais en fin de compte, leur métier va changer. Parce que là où ils devaient contrôler, là où ils devaient déléguer, eh bien là, en fin de compte, ils vont se transformer en coach. Donc ils vont plus avoir effectivement un rôle d'accompagnement, centré sur l'humain. Donc oui, ils sont importants. Oui aussi, leur métier va devoir changer. Donc au niveau du management, donc ce qui va être important aussi, c'est que ce pouvoir qui était concentré sur quelques personnes, il va être dispersé sur un plus grand nombre. Donc ça va avoir un effet double, c'est que je parle des managers, ceux qui avaient envie d'avoir un maximum de responsabilité, ceux pour lesquels en fin de compte l'ego était surdimensionné, eh bien ces gens-là vont avoir du mal à se repositionner sur le nouveau métier de manager. Parce qu'effectivement, on change la donne. Par contre, tout le potentiel humain que l'on a, où les gens, en fin de compte, ont envie de grandir et de faire grandir l'entreprise. Eh bien, moi, quand j'ai repris l'entreprise, on était une vingtaine. Donc les plus impliqués, je les ai très vite identifiés et je les ai fait progresser. Je les ai responsabilisés. Je les ai intégrés au CODIR. Mais une fois qu'on ait dit ce CODIR, tous les nouveaux qui arrivent, qui ont aussi envie de s'impliquer dans l'entreprise, comment on fait pour leur donner des responsabilités? Comment on fait pour leur donner des motivations pour pouvoir permettre leur épanouissement? Eh bien, quand on a en fin de compte une organisation par cellule, avec des capitaines qui correspondent au management opérationnel, quand on a des coordinateurs relationnels, quand on a en fin de compte des chefs de groupe, quand on a des leaders, eh bien, en fin de compte, les gens vont pouvoir s'épanouir à travers un certain nombre de dispositifs. Non pas dans un objectif de pouvoir, mais dans un objectif d'accomplissement personnel et de construction d'entreprise. Il y a de la place pour que chacun puisse s'accomplir. Il n'y a plus une pyramide qui bloquerait en attendant que le vieux y parte. Exactement, tout à fait. C'est quand même une libération. Ça multiplie effectivement la motivation des gens et de ce fait, c'est bénéfique pour un plus grand nombre. Dans cette autonomie des collaborateurs, dans ces nouveaux modes managériaux, quels sont les risques, quels sont les écueils à éviter? Et est-ce que vous avez été, les uns et les autres, confrontés à des situations plus complexes à gérer qui obligent peut-être à faire, par rapport à ce nouveau mode d'entreprise, un pas de côté, un pas en arrière? Est-ce que vous avez rencontré des choses de cet ordre? Alors les points d'attention, c'est vrai qu'il faut les aborder, puisque souvent quand on parle de l'entreprise libérée, on a tout le temps tendance à mettre en avant que les aspects positifs. Et c'est vrai qu'au quotidien, c'est pas simple. Au quotidien, donc nous, on est en cours de libération, on n'est pas encore libéré, mais on est en cours de libération. Au quotidien, c'est pas simple, c'est une démarche volontaire. Les écueils, donc il y en a plusieurs. Hein, donc la première chose, c'est prendre du temps. Parce qu'en fin de compte, on change complètement la philosophie, la manière de faire. Nous, par exemple, les coordinateurs relationnels dont on parlait tout à l'heure, donc ils sont choisis par les collaborateurs chaque année. Pour faire passer ça donc, dans l'entreprise, eh bien, il faut un petit peu de temps, il faut expliquer pourquoi on fait ça, pourquoi on veut aller vers ça, est-ce qu'ils sont d'accord avec ce processus-là. Donc je dirais le premier écueil, c'est prendre le temps de ne pas se précipiter. La deuxième chose, c'est de prendre en compte le degré de maturité des collaborateurs. On en a parlé rapidement tout à l'heure. Tout le monde n'a pas la même maturité. Tout le monde n'a pas la même envie. Donc notre objectif, c'est de ne laisser personne au bord du chemin. Donc tout le monde doit trouver sa place dans cette nouvelle organisation. Donc il faut s'adapter. Donc encore une fois, quand on parle des coordinateurs relationnels qui vont coacher leur équipe, eh bien en fin de compte, ils vont les coacher pour ceux qui sont les plus autonomes. Par contre, ils ont certains membres de leur équipe qui, eux, n'ont pas encore atteint un degré d'autonomie suffisant. Eh bien, ils vont les gérer à l'ancienne, comme on va dire. Et donc, dans un objectif de les rendre de plus en plus autonomes, hein, ça va être leur objectif, mais ils vont devoir se considérer pour certains comme managers traditionnels en disant ce qu'il faut faire, etc.
ils vont faire grandir leurs collaborateurs, et plus leurs collaborateurs vont aller vers l'autonomie, plus eux vont se retirer, et plus, en fin de compte, ils vont avoir un rôle de coach et d'accompagnement plus léger. Donc, voilà le degré de maturité. Le troisième écueil, un point qui est important, puisque je me suis fait piéger, je parlais tout à l'heure, donc ça va être c'est un cas, c'est qu'en fin de compte, j'étais persuadé au départ que j'allais y arriver tout seul, avec moi et mon équipe. J'étais persuadé. Et je me suis aperçu qu'en fin de compte, je me suis fatigué. J'ai fatigué aussi mon équipe. On a rencontré des pièges qu'on n'aurait pas dû. Et de ce fait, je pense que l'accompagnement est quelque chose d'important. Et maintenant, je me fais accompagner. Et si je m'étais fait accompagner plus tôt, j'aurais évité à mes équipes une forme de fatigue ou d'usure. Je pense les plâtres un peu sur les... Oui, voilà, c'est qu'en fin de compte, il y a, comme tout à l'heure on le disait, nous on n'est pas des experts, hein, moi je suis un praticien, donc en fin de compte, je suis tombé dans des pièges classiques, en fin de compte, que les gens qui ont un petit peu l'habitude d'organisation de ce type-là auraient pu nous faire éviter. Donc voilà, je pense que l'accompagnement c'est quelque chose d'important. C'est un point important parce que je pense que ça fait partie de la beauté de cette démarche. À la fois c'est un chemin que le dirigeant ou les dirigeants doivent faire seuls en tant qu'être humain, parce que c'est une transformation quand même de soi dans le cadre de son rapport aux autres. Hein. C'est comment je vois mon rôle et comment j'exerce ce rôle vis-à-vis d'autrui. Donc c'est quand même une transformation personnelle. Mais ce que dit Christophe montre qu'il est quand même intelligent de le faire en compagnie. C'est-à-dire que c'est à la fois un chemin individuel, puis c'est un chemin où de temps en temps échanger avec d'autres. Et ce n'est pas pour rien que beaucoup d'entreprises qui sont sur ce chemin-là échangent entre elles. Parce qu'il y a besoin de... Il n'y a pas un modèle. Je pense qu'il y a des écueils effectivement à éviter. Il peut y avoir des chemins plus faciles. Mais chacun doit recréer sa route. Et qu'en ça, l'échange et l'accompagnement qui permet de prendre un peu de distance, qui permet de regarder les choses d'un peu plus haut parfois, est sans doute nécessaire à la démarche.